Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au monde des virus, mais attention, on va le voir sous un angle un peu spécial. Pensez à un casse, un braquage ultra sophistiqué à l'échelle d'une cellule. Et voilà la question qui tue. Ces trucs-là ne peuvent même pas survivre par eux-mêmes, ils sont totalement inertes. Et pourtant, ils sont partout et incroyablement efficaces. Alors, quel est leur secret? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, comme dans tout bon film de braquage, il faut d'abord se pencher sur le profil du criminel. Qui est-il? Qu'est-ce qu'un virus, au fond? Et là, il y a une expression cruciale à retenir, parasite obligatoire. En gros, un virus, c'est le minimalisme absolu. C'est juste un plan, un code génétique, soit de l'ADN, soit de l'ARN, enfermé dans une petite coque. Et c'est tout. Il n'a pas de moteur, pas d'outils. Pour agir, il a absolument besoin de pirater une cellule vivante. Et ce tableau, il résume tout. D'un côté, on a le virus, c'est le plan d'un meuble Ikea, mais sans les vis et sans la clé Allen. De l'autre, on a la cellule hôte, une usine de pointe, entièrement équipée, autonome, qui tourne à plein régime. L'unique objectif du virus, c'est de s'introduire dans cette usine pour la forcer à ne fabriquer que des copies de lui-même. Ok, maintenant qu'on a le profil du braqueur et de sa cible, voyons comment se déroule l'opération, l'action, la vraie. Comment ce pirate microscopique s'y prend-il? Et attention, ce n'est pas de l'improvisation, c'est un plan méticuleux, une chorégraphie mortelle qui se déroule toujours de la même manière, en 5 actes. Alors, voilà comment ça se passe. D'abord, l'attachement. Le virus utilise des clés spécifiques pour s'accrocher à la serrure de la cellule. Une fois la connexion faite, c'est l'entrée, il force le passage. Vient ensuite la libération, il ouvre sa coque et lâche son code génétique à l'intérieur. Et là, c'est le cœur du casse, l'assemblage. Le code viral prend le contrôle de l'usine cellulaire et la force à produire des centaines de nouvelles pièces de virus. Pour finir, c'est la grande sortie. Toute l'armée de nouveaux virus s'échappe pour aller attaquer d'autres cellules. Et pour s'échapper, il y a deux grandes stratégies. D'abord, la méthode forte, la sortie lytique. En gros, les virus se multiplient jusqu'à ce que la cellule soit pleine à craquer et bam, elle explose, libérant tout le monde d'un coup. Radical, efficace. Et puis, il y a la méthode de l'espion, le bourgeonnement. Le virus sort discrètement en s'enveloppant d'un petit morceau de la membrane de la cellule. C'est une fuite en douceur qui permet même parfois à la cellule de survivre et de continuer à produire d'autres virus. Malin. Bon, pirater une cellule, c'est bien, mais avant ça, le virus doit réussir à entrer dans le bâtiment principal, l'organisme. Et pour ça, les portes d'entrée ne manquent pas. Et là, on voit bien que chaque virus a sa porte d'entrée de prédilection, sa spécialité. La grippe, par exemple, passe par les voies respiratoires. D'autres, comme le poliovirus, préfèrent la voie digestive. L'herpès, lui, profite de la moindre brèche dans la peau ou les muqueuses. C'est vraiment une panoplie de techniques d'infiltration hyper spécialisées. Forcément, un braquage de cette ampleur, ça laisse des traces. Une fois que le virus a pris le contrôle, la cellule, elle se transforme en véritable scène de crime. Les dégâts deviennent visibles. L'infection suit un scénario en 3 temps. D'abord, la phase de latence, c'est le silence radio. Le virus est là, en planque, mais il ne fait rien de visible. C'est le calme avant la tempête. Puis, la phase patente. Le détournement de l'usine commence et on voit les premiers signes de souffrance. Et enfin, la dégénérescence, la cellule est à bout de force, elle gonfle, s'énécrose et finit par mourir, souvent en explosant. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit au microscope pendant cette phase patente? Des scènes assez folles en fait. Des cellules qui se mettent à enfler comme des ballons. Parfois, plusieurs cellules fusionnent pour créer des sortes de monstres géants avec plusieurs noyaux. Ou alors, on voit des amas de matériel viral à l'intérieur comme des sacs de butin abandonnés sur place. Maintenant qu'on connaît le mode opératoire, il est temps de passer au trombinoscope. Qui sont les suspects habituels, les cerveaux les plus connus de ces casses viraux. On commence avec les spécialistes de la peau et des muqueuses. L'herpès, responsable de la varicelle ou du zona, et les papillomavirus, qui causent les verrues, sont des experts pour s'attaquer à la surface de notre corps. Ensuite, un grand classique, les menaces respiratoires. On pense bien sûr à la grippe, l'influenza, mais aussi au coronavirus, dont le fameux SARS-CoV-2 qui a marqué l'histoire récente. Eux, leur terrain de jeu, ce sont nos poumons. Et puis il y a les gangs spécialisés, ceux qui ne visent qu'un seul organe. C'est le cas des virus de l'hépatite. C'est toute une famille, de A à E, qui a pour cible quasi exclusive le foie. Et on termine avec, disons-le, la catégorie poids lourd. Les plus dangereux. Certains virus ne se contentent pas de détruire la cellule. Ils vont jusqu'à modifier son ADN, la reprogrammer au point de la rendre immortelle et cancéreuse. C'est le cas de certains papillomavirus, du virus d'Epstein-Barr ou des hépatites B et C. Eux, ils ne font pas qu'un simple casse, ils changent les règles du jeu. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette guerre microscopique, ce jeu du chat et de la souris entre nos cellules et les virus, c'est l'un des plus grands moteurs de l'évolution. Ces attaques nous ont forcés à nous adapter depuis des millénaires. Alors la vraie question n'est pas de savoir si un nouveau virus émergera, mais plutôt
qu'est-ce qu'il nous apprendra sur nous-mêmes?